Quand je suis arrivée en Allemagne, au début, quand tu arrives, les Européens, les premiers Européens avec qui tu as l'occasion de sympathiser, les plus courageux, vont peut-être vous demander, ils vont demander tout le temps, tu rentres quand? Ça, c'est une question qu'on a toujours en fait. Et même plus tard, quand tu te dis, bon, finalement, je décide de rentrer dans mon pays, et que tu arrives dans ton propre pays, et que là-bas aussi, on commence encore à te demander, tu rentres quand? Mais finalement, ça vient comme ça créer quand même un trouble émotionnel. Il est important de voir le retour en Afrique comme un projet de famille. Alors, tout à l'heure on parlait de la diaspora, on vous entend parler, on peut croire vraiment qu'il est aisé et évident de se réadapter à son pays de naissance. Pourtant, on voit toujours des familles qui sont contraintes de quitter, pourtant ils avaient à cœur de rester. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on décide de se réinstaller définitivement dans son pays natal? Alors oui, c'est clair qu'au quotidien, ça se voit. Hein. Autant il y a la mouvance du retour en Afrique, autant comme ça aussi, il y a des gens qui retournent de façon timide encore en Europe. Et bon, pour revenir à mon cas personnel, ce que je dirais par rapport à ma propre expérience, c'est vrai que on ne peut jamais à l'avance totalement garantir que son retour sera réussi, puisqu'on va toujours sur la base de ce qu'on aimerait obtenir, ok? Mais il y a quand même des facteurs qu'il faut prendre le temps sur lesquels il faut travailler avant pour augmenter les chances de réussir ce projet-là, parce que c'est carrément un projet. Par exemple, le premier facteur sur lequel les gens devraient vraiment travailler, c'est déjà la préparation. La préparation des enfants, la préparation du couple, la préparation de toute la famille en fait. C'est-à-dire, il est important de voir le retour en Afrique comme un projet de famille. Pas seulement un projet business ou bien un projet du père. Parce que le schéma courant qu'on observe, c'est qu'en général dans la diaspora, quand les gens ambitionnent de retourner en Afrique, même en famille, c'est que le chef de famille par exemple, il va aller en Afrique, il va peut-être acheter un terrain, lancer les travaux de la maison, il va continuellement faire des allers-retours en Afrique pour aller suivre les travaux. En parallèle, il va créer un business, il va embaucher des gens, le business sera en train de tourner. Donc lui, il va faire des allers-retours, même 3-4 fois par an au Cameroun, pour suivre le chantier, pour suivre le business. Bref, pour préparer le retour en fait. Il est dans la logique de préparation du retour. Entre-temps, la femme et les enfants restent en Europe. Lui, il prépare le retour, il vient, il leur raconte en fait. Et là, on se dit, on est prêt à un moment donné, on décide de retourner en Afrique. Mais une fois qu'on arrive en Afrique, finalement, on a des imprévus. Parce qu'on se rend compte que les enfants n'ont pas été particulièrement préparés, en fait. Ils ont un choc de culture, en fait. Par exemple, même la nourriture, c'est un gros problème, c'est un gros débat pour beaucoup de familles. Les enfants n'ont pas été habitués à manger autant épicé, à manger africain. Donc, il y a des familles qui sont surtout comme ça, qui galèrent à devoir voyager des kilomètres pour chercher des supermarchés qui peuvent vendre ci ou ça, parce que ce n'est que ça que les enfants aimaient. Donc il y a vraiment le facteur préparation qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Déjà depuis l'Europe, prendre l'habitude de préparer simplement les repas africains, c'est aussi simple que ça, que les enfants se familiarisent déjà à ça. Faire des tours en Afrique régulièrement, de temps en temps, quand on va en vacances, on va avec les enfants, et quand on va sur place avec les enfants, qu'on prenne consciemment le temps de leur parler, de leur présenter des choses de l'Afrique, leur parler de ça, de leur projeter vivre là-bas, parce que quand on va pendant à l'école où on a été et tout, c'est une façon de préparer les enfants. On visite des écoles avec eux, ils voient un peu comment ça se passe, on leur présente les choses, on les met vraiment au centre du truc. C'est une façon de préparer et de réussir son retour. Et pareil pour le couple en fait, c'est-à-dire que la préparation, ça ne se délègue pas. C'est-à-dire le chef de famille ne peut pas préparer le retour de sa femme. C'est-à-dire que chacun doit se préparer, surtout si c'est prévu que sur place, la femme peut-être elle n'a pas prévu de faire le business. Okay? Elle a prévu de venir chercher le travail sur place. Elle ne sait même pas quelles sont les mentalités, quelles sont les réalités, comment les entreprises se comportent. Donc eux, quand ils vont revenir, lui, il sera à fond dans son projet d'entreprise pendant qu'elle va s'ennuyer. Carrément, parce qu'on l'a ramené dans un système où avec lequel elle n'est pas connectée du tout. Et même si elle devait entreprendre, raison de plus encore, de venir réellement toucher du doigt aussi le business, être en contact avec les employés, de voir comment ça se passe, les réalités, parce que c'est totalement différent de l'étranger. Le manque de respect, le non-respect de paiement par les clients, c'est les réalités qu'il faut vivre en fait. C'est des choses auxquelles il faut être préparé, parce que c'est vraiment dommage d'arriver sur place, de faire toutes les dépenses, toutes les démarches, d'arriver sur place, se rendre compte de ça et de devoir porter les valises pour rentrer. Il y a également le détail financier qui pousse les gens malheureusement à devoir retourner en Europe, parce qu'on a sous-estimé ou alors on ne réalise pas
que l'argent est en train de finir. Parce que généralement, quand on décide de rentrer, ça veut dire qu'on a quand même un pactole, on a un budget qu'on a préparé. On se dit, bon, logiquement, quand on va aller, voilà ce qui va peut-être rentrer dans le loyer, voilà ce qui va rentrer dans les courses. Sauf que quand on arrive sur place, la réalité nous rattrape parce qu'il faut dire qu'on revient avec des habitudes qui ne sont pas visibles. Mais on revient avec une autre mentalité. Ok? On arrive sur place, on n'arrive plus à vivre comme les gens vivent sur place. On veut garder le même train de vie qu'en Europe, ok, on veut faire des courses seulement dans les supermarchés parce que là-bas on ne te bouscule pas, tu es à l'aise, c'est climatisé, c'est tout. Bref, on a gardé les mêmes habitudes, on veut refaire les mêmes gestes en fait, parce que c'est déjà ancré en nous. Parfois, ce n'est même pas parce qu'on veut juste montrer, on veut juste faire des courses là-bas, c'est juste que c'est le réflexe naturel qu'on a déjà développé de se dire qu'on fait les courses en Europe en général, c'est toujours dans un supermarché. Sauf qu'en Afrique, chez nous, supermarché veut dire beaucoup plus cher, ça veut dire de moins bonne qualité même en fait, ok, donc et finalement on se retrouve en train de dépenser beaucoup trop, ok, on dépense beaucoup pour bien s'alimenter, on dépense beaucoup même pour la logistique parce qu'on est habitué à rouler dans de bonnes voitures. Quand on arrive en Afrique, on se dit non, il me faut une très bonne voiture. Dès que la voiture a un petit problème, un soupçon de problème, on est déjà allé dépenser dans un très grand garage parce qu'il faut mettre la voiture à jour, parce qu'on est habitué à ce que le système en Europe nous conditionne ça en fait, nous impose ça, de mettre les voitures continuellement à jour. Donc quand on vient en Afrique, si on veut garder cette habitude, on va trop dépenser. Ok, donc c'est vraiment mettre la conscience dans de prendre consciemment... de vraiment prendre conscience du fait que sur place, l'argent, ça va très vite, surtout qu'on n'a pas d'entrée. Parce que quand on vient de s'installer, on dépense plus qu'on ne gagne. Parce que le business qu'on a installé, il faut encore du temps pour que ça prenne. Ok, donc on est en mode dépense. On veut se faire plaisir. Si on garde le focus sur le confort, on risque de gaspiller tout son argent. Et après, on n'aura pas d'autre choix que retourner. Parce que quand il n'y a plus d'argent, en fait, aussi, on ne veut pas affronter le regard des gens, les moqueries et tout ce qui va avec. On peut faire partir avant. Donc, également, il y a l'autre facteur qui est la pression de la famille aussi. Beaucoup sont rentrés aussi à cause de la pression de la famille parce que ce dont il faut prendre conscience, c'est que nos familles ne sont pas prêtes à nous voir retourner. En fait. Parce que partir, ça a été un gros sacrifice pour les familles. Pour beaucoup qui sont partis, on est tous issus des familles pas très riches, en fait. On est tous issus comme ça des familles qui se sont battues. Les parents ont fait peut-être du commerce, les gens se sont endettés dans les réunions. Donc, on a retroussé les manches, en fait. On s'est sacrifié parce qu'à l'époque, ce qu'on a dû dépenser comme somme, c'était un sacrifice pour la famille, pour partir. Et là, on devient comme ça un symbole d'espoir pour la famille. On devient comme ça un coussin financier pour la famille sur lequel on peut s'appuyer parce qu'on se dit, bon, si on a un gros problème, tel peut réagir. Donc, ce lever matin, il s'est dit qu'on décide de retourner en Afrique, clairement, il faut être préparé à ce que ce ne soit pas une bonne nouvelle, forcément, pour nos familles. Parce que ça veut dire que ils voient ça comme tu es en train de redevenir une charge pour nous. Donc, ça veut dire que désormais, on ne pourra plus compter sur toi. Désormais, tu es en train de devoir avoir les mêmes problèmes que nous. Ok? Donc, il y a des gens comme ça qui sont victimes de cette pression familiale-là. Quand on va arriver, on va vous demander tout le temps, vous retournez quand? Vous retournez quand? Tu retournes quand? Parce qu'au départ, les gens ne prennent pas ça au sérieux déjà. Même si on annonce à la famille que, bon, moi, je suis en train de rentrer, déjà, ils ne croient pas. Parce qu'ils se disent que, pour eux, logiquement, ils se disent, non, avec le mode de vie que tu as là-bas, c'est sûr que tu ne vas pas tenir. Ou alors, tu blagues, en fait. Donc, ça veut dire qu'au début, quand tu arrives, on t'observe, on se dit, ah, peut-être c'est juste pour un temps, il va repartir. Mais quand ça perdure, là, ça commence à déranger, en fait. On a encore les mêmes questions de, tu retournes quand? Ok, tu vas rentrer quand? La famille... Bon, la famille te montre clairement que ne compte pas sur nous, en fait. Parce que l'objectif, c'est quoi? Il faut qu'on te mette mal à l'aise pour que tu comprennes que il faut repartir, en fait. Ouais, donc tu poses problème. Donc, le problème, c'est pas ta personne. Parce que le fait que tu sois parti, tu n'étais plus vu comme... un membre de la famille, mais plutôt, malheureusement. Comme un porte-monnaie. Malheureusement. Je crois que même les familles le font peut-être de façon inconsciente, mais c'est ça qui paraît. Et ça... portefeuille vivant. Et ça entraîne un autre choc émotionnel auquel on n'est pas préparé. Oui, ça c'est une autre réalité dont on ne parle pas beaucoup en fait. Quand tu rentres en Afrique, le choc que tu as, c'est déjà toi-même, tu es face à un challenge de pouvoir te reconnecter, de retrouver ton identité africaine que tu as perdue. Parce que quand tu reviens, pourtant tu te dis que tu rentres à la maison. Mais bizarrement, quand tu arrives ici, tout est étranger en fait. La façon des gens de parler, c'est étranger, ça t'énerve. La façon de prendre des décisions, c'est-à-dire que toi, tes prises de décisions sont toujours différentes de celles des autres. Ton raisonnement est toujours différent. Le comportement des gens, donc... Il y a d'abord ce choc-là en fait. Parce que tu te disais, mais je rentre à la maison, je devais être à l'aise. Mais tu as eu bizarrement, tu es mal à l'aise. Soit c'est toi qui mets les autres mal à l'aise,
parce que tu es seul dans tes prises de décision, soit c'est les autres qui te mettent mal à l'aise parce qu'ils ne te comprennent pas. Et là, il y a un double trouble identitaire. Quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes perçu comme une étrangère. Quand vous êtes ici, vous êtes également perçu comme une étrangère. Tout à fait. Parce que déjà, quand tu arrives en Europe, moi par exemple, le cas, quand je suis arrivée en Allemagne, au début, quand tu arrives, les Européens, hein, les premiers Européens avec qui tu as l'occasion de sympathiser, les plus courageux, vont peut-être vous demander, ils vont demander tout le temps, tu rentres quand? Ça, c'est une question qu'on a toujours en fait. Ils ont le courage, ceux qui ont le courage, on vous dit ça. Mais tu rentres quand? Tu comptes retourner dans ton pays? Ça, c'est une question. Mais bon, en bonne camerounaise, on s'en fout, on ne comprend même pas. Je crois qu'à l'époque, quand on vient d'arriver, on ne comprend même pas le sens. Et puis, on s'en fout un peu parce que des gens, on est tellement armés moralement à venir s'installer c'est-à-dire, on n'accorde même pas d'importance à ça. Sauf qu'avec le temps, en prenant de l'âge, ça commence à déranger en fait. Ça vient commencer à questionner ta légitimité à être là. Tu commences à te demander, mais ma vraie identité, c'est où? Surtout quand on commence à voir les enfants. Hein. Parce que pour soi, comme je dis, l'éducation qu'on a reçue au Cameroun nous prépare. Ça c'est le bon côté, ça nous prépare à ça. Mais nos enfants, c'est quand ton enfant commence aussi à être victime de ça que les vraies questions commencent à se poser en fait. Et quand tu vois que ça dérange l'enfant et que ça peut le détruire moralement. Donc on a ça, et même plus tard, quand tu te dis, bon finalement je décide de rentrer dans mon pays, et que tu arrives dans ton propre pays, et que là-bas aussi on commence encore à te demander, tu rentres quand? Mais finalement, ça vient comme ça créer quand même un trouble émotionnel, hein, parce que finalement la question de légitimité revient en surface. Tu te dis, mais finalement je suis légitime où? J'ai le droit d'être où? Parce que là-bas, on me rappelle que je ne suis pas chez moi. Mais quand tu reviens ici, c'est là où tu réalises que tu as perdu ta place en fait. Donc celui qui part perd sa place. Ici, on te demande tous les jours, tu rentres quand? Moi, j'en ai vu les familles, j'ai une connaissance qui est rentrée au moins 10 ans avant nous, qui me dit jusqu'à aujourd'hui, ça fait 14 ans maintenant qu'elle est là, non 13 ans qu'elle est là. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens lui demandent quand est-ce qu'elle retourne en fait. Donc on ne lâche pas l'affaire. Donc pour dire, on a vraiment l'impression que quand tu pars de l'Afrique, on ne veut plus de toi en fait. Tu dois rester, tu dois garder la posture, tu dois garder le profil de... Tu es le benguis de la famille, voilà. Donc ça c'est... Donc voilà des challenges invisibles avec lesquels les gens ont à bagarrer au quotidien et qui parfois finalement expliquent le pourquoi est-ce qu'on doit retourner. Hein. Donc, au-delà des questions financières, au-delà des enfants qui ont du mal à s'intégrer, il y a un propre combat émotionnel interne, en fait. Okay? De pouvoir reconnecter, retrouver son identité, de pouvoir vivre avec les projections de la famille, la pression familiale, et puis même le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est-à-dire là où on décide de s'installer. C'est clair que si on décide d'aller vivre dans un milieu où le niveau de précarité est trop grand, on sera comme ça confronté quotidiennement à devoir se justifier. Tout à fait. Oui, parce que déjà, c'est des cadres où là-bas, tout le monde rêve de partir en fait. C'est-à-dire que vous venez, vous faites le chemin inverse. Vous décidez de revenir dans un monde où la plupart des gens veulent partir. Donc, on vous voit comme un monstre. C'est-à-dire, mais quelle est cette personne qui décide de revenir dans l'enfer? Parce que c'est comme ça qu'ils considèrent ça ici. On peut quitter le paradis pour retourner ici pendant que tout le monde veut partir. Donc, quotidiennement, comme ça, vous êtes rejeté. Oui, quotidiennement, vous aurez le sentiment d'être rejeté, d'être critiqué. Et là, si on n'a pas assez de ressources mentales, on peut finalement craquer. Donc, même dans le choix de où est-ce que je vais construire ma maison, si je décide de rentrer, il faut être regardant là-dessus. Ok, c'est bien beau, oui, le terrain est moins cher et tout, mais il faut faire attention. Est-ce que mentalement, tu seras prêt à... Parce qu'au début, franchement, tu dois protéger ton mental. Moi, c'est ce que j'appelle protéger sa paix. Éviter les confrontations inutiles, les disputes inutiles, les justifications inutiles, parce que dans tous les cas, ils sont majoritaires et... Voilà, parce que tu as tes propres démons déjà, les habitudes que tu as développées en Europe qui te manquent au quotidien. Et ça, c'est normal. Donc, il faut du temps pour que ces habitudes-là, pour que ce manque-là disparaisse. Bon, si tu as encore des gens au quotidien qui viennent animer ça en te rappelant pourquoi tu devrais être là-bas, ce que tu manques et tout ça, là, ça n'aide pas en fait. Ouais. Alors, on va également briller là-dessus en demandant si, est-ce que Startup Pama permet à ces produits de la diaspora qui veulent s'installer définitivement au Cameroun à mieux s'adapter, surtout pas sur le plan personnel, mais dans le business dans lequel ils veulent investir. Oui, clairement, même sur le plan personnel, finalement, on a dû développer ces services-là parce qu'on a beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations, les gens qui veulent savoir comment tu as fait pour préparer les enfants, comment l'intégration scolaire s'est produit, comment tu gères le quotidien, parce qu'on vient, on n'a plus d'amis, comment vivre en fait, comment arriver à se créer une vie qui a du sens dans ce projet-là. Donc oui, désormais, on propose ce service-là aussi et je suis en train de rédiger un livre là-dessus qui sera disponible bientôt. Donc oui, c'est un gros problème, c'est carrément un gros problème et
Oui, donc on s'est positionné à se rendre disponible pour vite ça, la question de l'intégration des enfants, la scolarisation et tout ce qui va avec. Naturellement, la question du business, parce que c'est aussi un autre aspect qui peut faire que les gens décident de retourner en Europe, parce que... Quand on sait que l'argent finit. Oui, quand non seulement l'argent finit et ce qu'on avait projeté de faire comme business. Parce que il y a des gens, on a reçu ici, comme ça une famille qui avait projeté de venir investir dans un secteur particulier, mais qui n'avait pas bien étudié le marché, sauf qu'ils ont décidé de venir s'installer et pour faire le travail et pour lancer les travaux directement. Mais une fois sur place, ils ont découvert d'autres réalités. Donc c'est sur place qu'ils étudient le marché, qu'ils se rendent compte que ce qu'ils avaient l'ambition de faire n'était pas très réaliste, ou alors les délais ne suivent pas. Parce qu'en Europe, on est trop axé délai. On se dit tout, on cale tout, tout est toujours très carré. Et c'est comme ça qu'on fait ses plans. Mais une fois qu'on arrive en Afrique, aucun délai n'est respecté. Et ça, tu ne peux reprocher ça à personne en fait. Vous vous dites, bon, moi je suis là, j'ai pris par exemple pour peut-être 2 années sabbatiques au travail, où je me dis, je vais utiliser les 2 ans pour aller préparer le terrain en Afrique, pour m'implanter quand même. Mais finalement, au bout de 2 ans, peut-être tu n'as même pas démarré ton projet. Peut-être parce que les personnes sur qui tu comptais, avec qui tu devais travailler sur le terrain, ils ne sont pas prêts. On repousse beaucoup de choses et ça, finalement, ça peut finir par décourager. Le projet prend beaucoup. Ce que les gens doivent savoir, c'est que le projet prend beaucoup plus de temps qu'il en faut pour commencer à générer de l'argent aussi. Hein. Parce que dès qu'on arrive, on se dit, ah non, comme j'ai beaucoup de capital, je vais démarrer telle activité, les gens vont accourir, ça va donner l'argent pour vivre. Non, 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 il faut du temps pour que le projet prenne, d'où l'intérêt à l'avance. Par exemple, c'est ce que nous faisons. De se dire, si tu penses retourner en Afrique, à l'avance, tu peux déjà implanter ton projet maintenant. Nous, on suit le projet. Ça te donne le temps au projet de mûrir, de grandir, si bien qu'au moment où tu décides de rentrer, que le projet soit déjà à une phase où ça peut te nourrir. Ça aussi, c'est une option, par exemple. Donc, de laisser le temps au projet avant, tu investis, oui, de maturer. Et comme ça, au moment où tu arrives, tu ne recommences pas tout sur place et à zéro, quoi. Avec là, pour traiter le problème vraiment dans la racine, vous pouvez commencer à travailler avec des gens qui sont encore installés de l'autre côté et là, ils font leur installation progressive, même si c'est de manière virtuelle. Oui, 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 même de manière virtuelle. Ça veut dire que, oui, on fait les suivis à distance. Vous parlez du secteur d'activité, on va faire une étude, on va voir comment. Mais si vous avez déjà un projet sur place qui stagne, on peut suivre, on aide à débloquer. Okay? Il y a des gens pour qu'ils rentrent, ils doivent être sûrs que, bon, moi j'ai une activité qui me rapporte tant. Okay? Mais tant qu'il n'y a pas de suivi, il n'y aura jamais ça en fait. Donc ça veut dire qu'en conclusion, il ne rentrera jamais. Donc ça en fait, il faut être réaliste. Okay? Donc de se faire accompagner. En gros, il faut bien qu'on arrive au point où on se dit, à un moment donné, je n'ai pas d'expertise pour ça. Et le risque à prendre est quand même gros. Parce que quand on vient en Afrique, on décide de rentrer, il n'y a pas que beaucoup d'argent qu'on a perdu. Mais on a perdu l'estime de soi, on a perdu la confiance en soi, on a perdu même, et même surtout avec les enfants, hein, c'est beaucoup plus perturbant de le faire comme ça même que de... Parce qu'en général, on a beaucoup d'appréhension sur est-ce que mon enfant va pouvoir s'intégrer. Mais non, au contraire, on se rend compte que sur place, les enfants s'intègrent beaucoup plus vite même que les parents. Moi, ça a été mon cas. J'ai réalisé que les enfants s'intégraient beaucoup plus vite que moi. Moi, ça m'a motivée au quotidien. Je me dis, mais si eux, ils ont tendance à vite s'adapter, ça veut dire que moi aussi, je peux. Je suis quand même née ici. OK? Donc, s'il y a un autre facteur aussi parfois qui peut faire que les enfants, à un moment donné, commencent à déranger, ça aussi, on a remarqué, c'est que parfois, certaines familles, quand ils arrivent, on est tellement à fond dans le business que finalement, on n'a plus le temps pour la famille. OK? Donc, si on n'a pas... Oui, si en amont, on ne s'est pas dit, j'investis, je laisse le temps à mon projet de grandir sainement, ça veut dire qu'on a la pression, dès qu'on dépose les sacs, on est dehors, le projet, du matin au soir, tous les jours, le projet, parce que l'argent va finir dans un an, il faut que le projet prenne. Finalement, les enfants, on est venus avec eux, mais on ne les suit pas. Ils sont abandonnés à eux. Donc, ils sont là seuls, ils doivent eux-mêmes se battre à comprendre comment les choses se passent. Même les choses qu'ils vivent à l'école, parce qu'au début, à l'école, les enfants aussi, ils vivent le même racisme que nos enfants vivent là-bas, en fait. Parce que quand ils arrivent, on comprend bien qu'ils ne sont pas de là. Leur langage, ils parlent le mauvais français ou le mauvais anglais. On se moque d'eux. Ils ont besoin de parler de ça. Mais si les parents sont très occupés, projet. Donc, il y a des frustrations comme ça que les enfants vivent au quotidien. Ils n'ont personne à qui parler. Finalement, l'Afrique commence à s'implanter dans leur tête comme pas de façon positive en fait. Parce que ça devient comme si en Europe j'avais la chance d'avoir mon parent tout le temps, mais depuis qu'on arrive en Afrique, il n'a plus le temps. On est que dans le projet. L'Afrique commence à être un problème. Les enfants m'ont dit moi je préfère retourner parce que là-bas au moins on m'écoutait, là-bas au moins j'existais.
Ouais, un peu. Donc, il y a des erreurs, c'est des petites erreurs, mais qui peuvent capoter un gros projet, en fait. Nous, par exemple, dans notre cas, on a pris le temps d'intégrer les enfants. C'est vraiment de se dire, il faut se donner le temps. Quand on arrive de vraiment caler de façon consciente le temps d'intégration pour les enfants et même pour soi, le temps d'intégration. Moi, quand je suis arrivée, pendant 1 an, je n'ai pas travaillé au cabinet tout de suite. De temps d'intégration, il fallait accompagner les enfants, faire tout avec eux jusqu'à ce qu'on se rende compte que là, on a soi-même le contrôle. Parce qu'on se trompe à se dire que oui, c'est le chez moi, mais clairement, on ne maîtrise plus tout. Il faut réapprendre beaucoup de choses. Donc, c'est une humilité qu'il faut développer. Hein. On essaie de chez soi, mais on n'était pas là pendant longtemps. C'est clair que les choses ont changé, même si physiquement, ça ne se voit pas. Parce que ce qui nous trompe, c'est que quand on arrive, on sort de l'aéroport, on a l'impression que les routes sont toujours gâtées comme on avait laissé, les maisons sont toujours aussi vieilles. Mais il y a eu beaucoup de changements. Dans la tête des gens, il y a beaucoup de changements. Nous, on reçoit du monde ici au cabinet. Et les mentalités ont tellement évolué, tellement évolué. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.